Amis, auditeurs et internautes de Radio Maria France, bonjour. Ici Arnaud Dumouche qui vous parle pour notre émission « Est-ce que l'homme existe ?» Une émission qui cherche à connaître la nature humaine et à la respecter dans son devenir, à l'appel de notre pape Benoît XVI, qui parle d'ailleurs d'écologie sexuelle à cet égard. Je voudrais aborder dans cette rencontre-là, toujours dans l'étude de la mise en place de notre vie psychique, je voudrais aborder la question de ce que j'appellerais certaines déviations sexuelles qui peuvent apparaître à l'adolescence. Et si je parle de déviation sexuelle, c'est évidemment que je me place dans une perspective précise, une perspective réaliste, à savoir que je constate que la sexualité humaine, elle a une orientation naturelle, qui n'est pas seulement biologique. Donc effectivement, le sexe féminin est fait pour s'unir au sexe masculin, mais qui est aussi d'ordre spirituel. Je veux dire par là qu'il y a une véritable complémentarité entre la psychologie féminine et masculine, entre la morale masculine et féminine, et que cela se voit par rapport à l'éducation des enfants, qui ont besoin naturellement de ce qui les a produits, à savoir un père et une mère. Donc je sais évidemment à l'avance que cette perspective sera violemment critiquée par notre époque, qui pense qu'en fait tout se vaut, et que les choix de l'esprit, quels qu'ils soient, dans la mesure tout de même où ils respectent la liberté d'un adulte, c'est-à-dire d'autrui, sont acceptables. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, on va considérer comme une déviation sexuelle des choses uniquement du point de vue de ce qui bafoue la liberté d'autrui, à savoir par exemple le viol parce qu'il est imposé à une femme, la pédophilie parce qu'elle est imposée à un enfant, mais aussi la relation sexuelle avec un animal parce que l'animal n'est pas libre de la choisir. Par contre, tout le reste, les plus grandes choses, les plus grandes déviations objectives, comme par exemple la transsexualité, le fait qu'un adolescent devenu adulte aille si mal dans sa peau, qu'il soit prêt à se faire opérer pour physiquement changer de sexe, donc se faire mutiler, puisqu'il ne pourra plus avoir d'enfant. Eh bien, cela, puisqu'il est considéré comme un adulte libre de ses choix, ne sera pas considéré comme une déviation sexuelle, alors qu'évidemment, tout parent qui se respecte, qui a du bon sens, lorsqu'il met au monde un petit garçon, eh bien son désir, c'est que ce petit garçon soit en harmonie avec son corps, qu'il aime sa masculinité et qu'il se fonde dedans. Donc si, devenu adulte, un enfant est si mal dans sa peau, qu'il n'accepte pas son corps de petit garçon au point de le mutiler, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Et j'appelle ça, en toute liberté, une déviation sexuelle. Bien sûr, lorsque je parle de déviation sexuelle, je n'en parle qu'au point de vue psychologique, c'est-à-dire d'une approche qui regarde l'harmonie de la nature humaine dans son développement. Au point de vue moral, je crois que je ne vais pas m'occuper de cette question-là dans cette rencontre. Et je dirais que, effectivement, si son enfant est devenu adulte, transsexuel, que c'est plus fort que lui, qu'il veut changer de sexe, eh bien, à un moment donné, lorsqu'il a 25 ans, il faut l'accepter tel qu'il est. Les choses ne sont plus rattrapables, sans doute, à certains moments. Moi, je veux parler de ce qui se passe dans la mise en place de la psychologie sexuelle. Alors d'abord, ce que je voudrais indiquer, c'est que l'être humain étant complexe, ayant en lui 3 niveaux de vie, le niveau de vie biologique, le niveau de vie sensible, commun avec les animaux, donc les sensations, les sentiments, et le niveau de vie spirituel, eh bien, dans toutes les formes de déviation sexuelle qu'on observe, on peut en trouver qui se développent selon les 3 causes possibles que je viens d'indiquer. Alors je voudrais prendre un exemple concret pour le manifester. C'est un exemple difficile à aborder à notre époque, parce que psychologiquement, les personnes qui sont dans cette orientation-là se sentent mal et n'aiment pas qu'on analyse ce qui se passe en elles. Donc je l'analyse de manière tout à fait abstraite. Je voudrais prendre le cas de l'homosexualité.
C'est tout de même les cas les plus fréquents actuellement qu'on repère n'est pas conforme à la nature biologique de l'homme et de la femme. Et donc, en observant les diverses formes d'homosexualité, on constate qu'il y en a plusieurs. Une première, visiblement, trouve son origine dans la partie biologique de l'être. Je ne pense pas que ce soit extrêmement nombreux, pourtant on en constate. Alors, pour le décrire, il suffit de prendre l'exemple de ces nageuses d'Allemagne de l'Est dans les années 70, qu'on avait, pour les rendre extrêmement performantes en sport, qu'on avait vacciné, enfin plutôt on avait piqué avec de l'hormone masculine, de la testostérone, ce qui développait énormément leurs muscles. Elles sont maintenant en procès. Elles ont développé parfois des cancers, mais des déviations physiques. Et elles ont développé très souvent des formes d'homosexualité, ce qui est tout à fait cohérent, puisqu'on leur avait implanté des hormones masculines. Eh bien, je dirais qu'il y a une première forme d'homosexualité qui vient d'un déséquilibre hormonal. Chez un garçon, le manque de testostérone, l'excès d'hormones féminines. Chez une fille, il peut y avoir un excès de testostérone. Ça peut arriver. Je me rappelle en particulier d'une jeune femme championne du monde de judo qui était d'orientation homosexuelle et qui avait véritablement un physique de type masculin, des épaules larges, des muscles très développés. Cette forme d'homosexualité, évidemment ayant une cause physique, n'a pas de remède psychologique. Je dirais que si on repère que son enfant, lors de sa croissance, de sa puberté, a quelque chose qui ne tourne pas bien, que son corps est trop carré, par exemple, si c'est une jeune fille, eh bien, il faut consulter un médecin, un gynécologue, qui fera une mesure des taux d'hormones, tout simplement. Mais cette cause-là d'homosexualité n'est pas très fréquente. La plus fréquente, celle qu'on repère actuellement, est souvent en rapport avec la psychologie qui ne s'est pas mise en place. Je veux dire avec l'enfance. Et on repère cette forme d'homosexualité-là par le fait qu'elle donne, quand il s'agit de petits garçons, de garçons qui ont grandi, un type d'homosexuel extrêmement fin, très délicat, avec une dimension féminine en lui, très forte, mais aussi une dimension masculine. Souvent, ce type d'homosexualité masculine donne des personnes qui sont extrêmement douées dans les arts, dans la créativité, comme si elles mettaient en valeur le double pôle masculin et féminin en eux. Cependant, en analysant les choses, on remarquera très souvent qu'il y a eu là, au point de départ, un enfant qui était à la base très sensible, très délicat. Les parents se sont abstenus exagérément de donner des repères, et surtout des repères venant du père, un père qu'on admire, un père qui structure l'enfant. Très souvent, ces enfants-là ont été laissés dans la liberté totale, ce qui est la mode depuis mai 68, ça veut dire qu'on laisse la psychologie se développer sans lui donner d'orientation, estimant par là qu'on irait contre la nature de son enfant. Le phénomène est particulièrement visible à notre époque en Occident, où les pères ont tendance à devoir se comporter comme des deuxièmes mamans, ou alors à être très absents. Tous les enfants ne réagissent pas mal à cela, mais les enfants qui à la base ont une psychologie fort sensible, surtout les petits garçons, eh bien lorsqu'arrive l'adolescence, ils ont un manque en eux, un manque par rapport à leur structuration psychologique. Ce père qu'ils auraient voulu avoir, ils ne l'ont pas, et pourtant ils l'admirent, ils le cherchent. Souvent, dans ces familles-là, c'est la mère qui a l'autorité. Elle est très forte, mais elle est une autorité de mère. Et l'autorité d'une mère, qui est accompagnée d'inquiétude pour l'avenir de son enfant, n'est pas identifiable à l'autorité d'un père, qui lui encourage son enfant à se lancer dans la vie, qui est différente. Ça, c'est une affaire que Sigmund Freud a bien manifestée, à savoir que on ne peut pas remplacer un père par une mère. Une mère qui a de l'autorité n'est pas un père sans autorité. Qu'est-ce qui va se passer pour cet enfant? Cet enfant qui devient adolescent et qui découvre sa sexualité. Eh bien, étant sans repère, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à se donner du plaisir sexuel comme le font quasiment tous les garçons. Cependant, lui,
il va découvrir qu'il a davantage de plaisir sexuel solitaire lorsqu'il pense à des copains, garçons, surtout des copains qui ont une forte personnalité. Il va se rendre compte que lorsqu'il pense au corps d'une fille, il n'a pas la même intensité de plaisir sexuel. Il est complètement démuni, il n'a pas de repères. Et donc peu à peu, en structurant ce plaisir, cette sexualité à l'adolescence, il va l'orienter vers l'homosexualité. Et en réalité, à la base, il cherche quelque part ce repère masculin dont il a fortement besoin. Je dirais que toutes les déviations sexuelles d'ordre psychologique qui se produisent à l'adolescence ont à peu près le même mécanisme. Cas chez les garçons. S'il s'agit par exemple d'un enfant qui à la base adore s'occuper des enfants, mais de manière vraiment généreuse, il aime s'en occuper parce qu'il aime leur faire du bien, c'est un éducateur né. L'affectivité l'y porte depuis tout petit. Eh bien, si à l'adolescence, même chose, n'ayant pas de repères dans sa tête, pour structurer sa sexualité, il se met à fantasmer sur les enfants, sur leur corps, et à se donner avec cela, par ses fantasmes, du plaisir sexuel. Eh bien, on est quasiment sûr qu'il va orienter sa sexualité dans le sens d'une forme de pédophilie. Parce qu'il y a une forme de pédophilie qui est d'ordre affectif. Ça veut dire que ce sont des adultes qui deviendront véritablement des gens qui veulent se dévouer à l'éducation des enfants et qui rentrent dans ce genre de métier pour le faire. Cependant, ils n'ont pas structuré comme il le fallait leur sexualité par rapport à cela, par rapport à ce désir affectif. Et donc, lorsque l'occasion fait le larron, eh bien, ils passent à l'acte de la sexualité avec des enfants parce qu'ils ne voient pas la différence qu'il y a entre un acte éducatif et leur désir sexuel. Comment est-ce qu'on peut éviter ces déviations sexuelles d'ordre psychologique? Eh bien, pour les garçons en tout cas, puisque je pourrais peut-être parler si j'ai le temps des filles tout à l'heure et c'est très différent, pour les garçons qui sont fort portés sur la génitalité, je dirais qu'il faut comprendre comment la sexualité des garçons se structure selon sa nature. La sexualité des garçons, elle est extrêmement forte, mais elle n'est pas unifiée comme chez les filles. Chez les filles, leur affection fait qu'elles éprouvent après un désir sexuel, leur affection pour un garçon qu'elles admirent. Chez les garçons, la sexualité, elle est comme indépendante. Elle se porte vers quelque chose qui peut leur donner du plaisir sexuel, une réalité à laquelle ils pensent et qui en général est un corps de femme. Cependant, s'il arrive que des pulsions se portent vers autre chose, qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils en prennent conscience? Eh bien, ils doivent, par leur volonté libre, structurer leur fantasme sexuel en s'empêchant de s'en donner dans des axes qui sont contre nature. Je dirais que la sexualité des garçons, elle est comparable à une commode où il y aurait des tiroirs. Il y a un tiroir où leur sexualité pourra être donnée, volontairement. C'est le tiroir qu'a rapport avec une femme qui sera adulte. Et s'ils peuvent dire que ce sera leur femme qu'ils aimeront, alors ils la structurent véritablement en adulte. Il y a des tiroirs où la sexualité et toute pensée sexuelle, elle doit être interdite volontairement. Le tiroir, par exemple, des garçons. Le tiroir des enfants. Le tiroir de sa propre sœur, de son petit frère, de ses amis, etc. Le mieux, c'est que j'aimerais raconter un exemple de thérapie qui fut réussi par rapport à ce type d'homosexualité-là. Parce que je verrai, si j'ai le temps, qu'il y a une troisième forme d'homosexualité qui est autre chose encore. Donc lorsque j'étais jeune enseignant, je me rappelle de parents qui vinrent me voir catastrophés parce que leur enfant, à peu près 14 ans, avait fait une tentative de suicide en disant « Je suis homosexuel, je veux mourir, je ne suis pas normal, etc. » Ils étaient allés voir d'abord un psychologue classique, qui avait simplement dit ceci « Tu es homosexuel, il faut l'accepter, tel que tu es, tu seras, et donc reste comme ça, c'est une question d'acceptation. » Mais les parents, là-dessus, avaient véritablement une gêne. Ils se disaient « On ne peut pas accepter comme cela, il faut qu'on aille voir quelqu'un d'autre. » Donc moi, j'avais reçu ce jeune, ça se passait il y a longtemps, il y a plus de 20 ans.
Et je me rappelle que je l'avais reçue sans les parents, parce que je me rendais bien compte qu'on était là dans le modèle classique, une mère extrêmement autoritaire, qui tenait la maison à l'intérieur, et un père fort absent, fort délicat, qui n'avait pas de parole à donner. Et donc, en faisant le diagnostic avec ce jeune, je me rendis compte qu'on tombait effectivement simplement dans le schéma habituel. Ce qui l'avait poussé au suicide, c'est le fait qu'il pratiquait des actes masturbatoires avec des fantasmes sur des camarades de classe garçons. Toujours des camarades qu'il admirait beaucoup, mais qui avaient un type aussi un petit peu féminin. Et donc, je fis avec lui le diagnostic de ce qui s'était passé. Et on se mit d'accord, petit à petit, pour le fait qu'il n'avait pas eu l'exercice dans son enfance de la paternité, mais que sa mère avait eu un exercice extrêmement fort. Et cela, en parlant avec lui, je lui dis « Tu ne pourras pas le changer. C'est à jamais comme cela. Tu as une psychologie de quelqu'un de doux, de fort féminin, et tu resteras comme cela. Cependant, même si ta psychologie est marquée par cela, parce que ton enfance a été comme cela, il n'est pas fatal que tu tournes ça vers la sexualité. Il suffit que tu décides que maintenant, tu t'interdis tout fantasme sexuel ayant rapport avec des garçons. Tu te l'interdis par un choix moral et tu penses plutôt aux filles. » Et c'est ce qu'il fit, courageusement. Il commença l'exercice, il était jeune. Eh bien, les choses se firent tout à fait facilement, parce qu'en fait, la pulsion sexuelle qui le portait vers un garçon, elle n'est tout de même pas naturelle. Et donc, comme ce fut pris assez tôt, eh bien, il y arriva. Et lorsqu'il eut 19, 20 ans, il rencontra celle qui fut sa femme et dont il tomba amoureux. Je le suivais toujours, je le disais, attention, parfois il arrive que ce qu'on a été dans son adolescence et dans son enfance puisse revenir plus tard. Tu n'es pas guéri, tu es quelqu'un qui a manqué de paternité, quelqu'un qui sera toujours admiratif affectivement devant des hommes qui t'en imposent. Donc, lutte contre ça, sois lucide toute ta vie. Je lui en ai reparlé au cours des années et je lui demandais, est-ce qu'il arrive, maintenant que tu es dans le quotidien de ton couple, et que ta femme est forcément moins attirante qu'au départ, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des fantasmes autres? Il me dit, homosexuel, tu veux dire? Mais non, ça s'est réglé depuis longtemps. Par contre, ce qu'il reconnaît, c'est que dans son travail, dans une entreprise, il est un excellent second. Ça veut dire qu'il est capable véritablement de se dévouer pour son patron, quelquefois de manière excessive, parce qu'il l'admire. Donc, le travers de la base, il est resté, mais il est resté affectif. Il n'est plus un travers homosexuel. Je pense que le gros défaut des psychologues actuels, c'est de baisser les bras, de croire que l'orientation sexuelle homosexuelle, parce qu'elle est, selon eux, naturelle, eh bien, il faut s'y soumettre. Alors qu'en réalité, indépendamment des regards des autres sur les personnes homosexuelles, on constate que dans des villes comme San Francisco, où ils sont parfaitement acceptés, il y a un taux de suicide extrêmement fort, parce qu'il y a un mal-être qui date de l'enfance, qui est profond, une structuration qui ne s'est pas faite. Alors ils cherchent, désespérément, un père absent ou un homme qui puisse correspondre à leurs désirs affectifs, et évidemment ils ne trouvent quasiment jamais cela. L'homosexualité, elle rend heureux quand elle se structure dans l'amitié forte, réciproque, fidèle. Alors là, il y a quelques couples homosexuels qui arrivent à trouver le bonheur. Cependant, le travail éducatif des parents, c'est de faire qu'un enfant soit en harmonie avec son sexe. Et on ne peut pas le nier. C'est pourquoi j'ai osé utiliser à la radio le terme de déviation sexuelle. Et bien que la sexualité, elle est faite pour unir un homme et une femme. Ça, c'est naturel, visiblement, biologiquement. Et donc, évidemment, si l'esprit prend une autre orientation, une orientation qui n'est pas dans le sens de la nature, il ne faut pas s'étonner que ce soit si difficile à vivre, malgré quelques cas de couples homosexuels vraiment épanouis, il faut le reconnaître. Alors, pour terminer, je voudrais tout de même évoquer rapidement une troisième forme d'homosexualité qu'on oublie. Une forme d'origine morale, c'est-à-dire qu'elle est choisie. Elle se développe beaucoup actuellement dans les
dans les grandes villes, les villes culturelles comme Paris, dans les milieux artistiques. Ça veut dire qu'il y a certains milieux où être homosexuel, c'est quelque chose qui est à la mode, qui est smart, parce qu'on est vraiment dans l'art, dans la finesse. On n'est pas comme ces classiques hétérosexuels. Il y a une autre forme d'homosexualité qui peut se développer, cette fois à cause de la luxure, mais toujours à cause d'un choix libre. Je veux dire par là qu'il y a certaines personnes qui, ayant choisi de prendre leur plaisir sexuel partout où ils le trouvent, ayant fait le tour du corps féminin, ayant fait des tas d'expériences dans n'importe quoi, finissent par se tourner vers de l'homosexualité, parce que c'est une nouvelle forme de plaisir. Ça, c'est une homosexualité évidemment tout à fait différente de celle que je viens de citer, et qui, elle, intéressait notre rencontre. Cette troisième forme d'homosexualité, d'origine morale, liée à un vice, à un choix d'ordre spirituel, n'a rien à voir avec la précédente. Elle n'est pas liée à une souffrance, elle est liée à un choix mauvais. Et pourtant, elle existe. Il faut le reconnaître. Ce qui veut dire donc que l'homosexualité, elle est diverse. Eh bien, c'est pareil pour la plupart des orientations et des déviations sexuelles. Elles peuvent être diverses et il faut donc une très grande finesse d'analyse pour arriver à comprendre chaque cas individuel. Cette troisième forme d'homosexualité, par contre, si elle arrive à un enfant qu'on a élevé, eh bien je dirais que là, c'est aussi en référence avec sa liberté d'adulte. Et que parfois, on a eu beau donner à ses enfants ce qu'on estimait le meilleur, on ne peut rien faire. Par contre, pour la première forme d'homosexualité, qui est d'origine biologique, pour la seconde forme d'homosexualité, qui est d'origine psychologique, une mise en place dans son enfance de ce dont un enfant a besoin, et qui se répercute chez certaines psychologies d'enfants, des enfants très délicats en général. Les éducateurs, les parents ont une responsabilité. Je veux dire par là que faire le choix dans la petite enfance de ne pas mettre des repères à ses enfants, de le continuer dans l'adolescence, de leur indiquer la grandeur de la sexualité humaine, de faire qu'ils la prennent vraiment à bras-le-corps lorsqu'elle se développe en eux, pour qu'ils l'orientent volontairement dans un bon axe, eh bien on peut en être responsable. On livre les enfants à une force en eux qu'ils ne peuvent pas gérer, ils n'ont pas l'expérience lorsqu'elle apparaît. La puberté, c'est quelque chose de très difficile. Alors je voudrais, dans les 2 minutes qui me restent, faire une petite remarque tout de même sur l'homosexualité féminine, qui, elle, à notre époque, naît par des causes très différentes. Les filles, elles aussi, sont soumises au manque de paternité qui s'exerce mal. Et on voit chez elles apparaître, en fonction de cela, des déviations sexuelles qui sont en rapport avec la psychologie féminine. Par exemple, lorsqu'une jeune fille, presque pathologiquement, cherche un homme qui puisse la combler, qui puisse remplacer un père qu'elle n'a pas eu, n'arrive pas à rester seule 2 minutes, lorsqu'elle a un échec sentimental, se précipite vers un autre garçon. Eh bien, on a là une déviation sexuelle féminine, qui est hétérosexuelle, mais la cause en est la même, à savoir un manque de structuration dû au rôle du père dans l'adolescence. Cependant, il y a d'autres formes d'homosexualité qui naissent chez les filles et qui sont beaucoup moins d'ordre sexuel, justement. Lorsqu'une fille a été élevée par une maman qui lui a dit que les hommes étaient tous des gens qui ne pensaient qu'au sexe, lorsqu'elle a fait des expériences mauvaises à l'adolescence de garçons qui ont prétendu l'aimer et qui ont abusé de son corps pour pouvoir en tirer leur profit, lorsque ces expériences s'accumulent, eh bien, il peut y avoir parfois le choix, la décision d'une forme d'homosexualité, mais qui vient par déception, et c'est souvent la plus fréquente que je constate, même si, là aussi, on remarque qu'il y a 3 grands groupes d'homosexualité féminine, d'origine biologique parfois, d'origine psychologique comme je viens de l'indiquer, et parfois d'origine morale. Je me rappelle par exemple d'une élève qui me parlait de son école de basket, école de filles, où il était apparu 4 ans avant une espèce de mode et toutes les filles de l'équipe de basket se disaient homosexuelles. C'était quelque chose de bizarre, sans doute de fait parce qu'elles voulaient faire partie du groupe, elles voulaient s'y intégrer.
Donc on le voit, il y a là quelque chose d'autre. Et évidemment, cette déviation qui arrive pour une raison sociale, en général, lorsqu'on quitte le club en question, cesse. Je n'insisterai pas plus là-dessus. Il faudrait évidemment des développements beaucoup plus complexes pour analyser la complexité des cas. Chers amis, auditeurs et internautes de Radio Maria France, merci. C'était Arnaud Dumouche qui vous parlait pour notre émission « Est-ce que l'homme existe ?» Et à la semaine prochaine.